Nous sommes avec Daniel Guiraud, vice-président délégué à la transition écologique, à la qualité de l'air et au développement des réseaux énergétiques de la métropole. Michel Joria, faites coucou à la caméra, président de l'ADEME Île-de-France. Bertrand Singly, directeur client territoire de GRDF Île-de-France. Faites coucou Bertrand. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président de la région Île-de-France, chargé de l'écologie, du développement durable, de l'aménagement. Futur premier vice-président de l'Association des maires d'Île-de-France. C'est toujours bien de le rappeler. Je vous en prie. Et Hélène Milot, déléguée régionale Île-de-France EDF, qui est arrivée il n'y a pas si longtemps dans cette belle région. On va commencer par vous, Michel Joria. Le plan de relance gouvernemental consacre 35 milliards pour la transition écologique, mais je ne vous apprends rien encore une fois. Est-ce que la territorialisation, ce nouveau mot à la mode, sera-t-elle au rendez-vous? Car depuis un an, puisque les élections municipales ont été à rallonge, l'ADEME répète que c'est le dernier mandat utile pour réussir la transition écologique. Nous avons des maires, nous avons des vice-présidents de régions ou d'intercommunalités. Mais concrètement, qu'est-ce que ça signifie que c'est le dernier mandat utile? Donc, effectivement, c'est un slogan assez marquant de notre président et notre directeur général délégué, du coup, Fabrice Boissier, Arnaud Leroy. On aura mieux. Ça marche. J'ai essayé d'être un peu exemplaire dans cette affaire, mais bon. Et du coup, l'idée est assez simple. Pour atteindre la neutralité carbone, qui est l'objectif que s'est fixé l'Europe et la France à l'horizon 2050, il faut baisser les émissions de gaz à effet de serre de 30% d'ici 2030 et les diviser par 6. J'ai bien dit les diviser par 6 d'ici 2050. Donc effectivement, on est sur quelque chose qui est assez en rupture par rapport au rythme actuel, puisque au cours des 20 dernières années, on a baissé nos émissions. Les émissions françaises de gaz à effet de serre ont baissé à peu près de 16%. Donc on voit qu'on est sur un changement de rythme important. Et pour faire ça, du coup, on est à un moment clé. Tous les mandats qui démarrent, que ce soit les mandats municipaux, les mandats régionaux, puis le mandat national, qui va 2020, 2021, 2022, sont 3 années vraiment clés de ce point de vue-là, sont des mandats qui vont avoir pour objectif, si on veut atteindre ces objectifs-là, à la fois de changer d'échelle dans le nombre et la taille des projets que l'on soutient sur ces sujets-là, mais aussi de transformer en profondeur les organisations, qu'elles soient notamment publiques, notamment au niveau des collectivités territoriales, des opérateurs de l'État, etc., pour doter véritablement ces différents acteurs d'une organisation qui leur permette de déployer massivement ces projets-là. Ça, c'est assez essentiel. Parce que quelque part, un des enseignements que l'on a aujourd'hui, que ce soit dans les politiques conjointes que l'on porte avec le conseil régional, avec la métropole, de ce qu'on a appris quand même, parce que ça fait quand même un petit bout de temps qu'on se penche sur le sujet, de ce qu'on a appris au cours des 10 dernières années, excusez-moi, au moment du Grenelle de l'environnement et du plan investissement d'avenir, qui déjà mettait l'accent sur ces sujets-là, c'est que avoir beaucoup d'argent pour les projets, c'est très bien, et surtout, c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui se passe là, donc il faut vraiment le saisir. Mais si on n'a pas de bras pour monter les projets, c'est un peu comme il n'y a pas de chocolat en fait, donc il n'y a pas de projet. Donc ça, c'est un point important, et surtout, on fait des projets plutôt de petite taille, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, et ça c'est vraiment quelque chose qui nous préoccupe énormément, c'est qu'au regard du montant qui arrive sur ces sujets-là, qui est en préparation, on pressent, parce qu'il faut toujours rester modeste par rapport à ces enjeux-là, on pressent que les territoires qui ne prendront pas le train maintenant, en 2021-2022, sont des territoires qui, sur ces sujets-là, risquent de décrocher, parce que du coup, le gap, le saut aura été très fort pour les territoires qui auront concentré et absorbé ces moyens-là. Donc là, il y a un enjeu de cohésion territoriale extrêmement forte qui nous semble essentiel, notamment à l'échelle de l'Île-de-France et du Grand Paris. Et il faut vraiment qu'on travaille main dans la main sur ce territoire-là pour identifier les territoires qui sont entre guillemets aujourd'hui ce qu'on peut appeler de manière un peu schématique des zones blanches de la transition écologique, et qu'on mette le paquet sur ces territoires pour les doter en matière d'ingénierie notamment et de capacité à sortir des projets pour pas qu'ils loupent ce train.
hein. C'est assez marquant de voir que dans les baromètres nationaux, internationaux, les décrochages en matière de qualité de vie des territoires qui ne prennent pas le train de la transition. Ça, c'est un point qui est assez important et c'est quelque chose qui aura tendance à s'accentuer avec le temps. Et comment vous allez vous assurer que vos financements soient bien consommés? Parce qu'on a vu des programmes d'investissement d'avenir, notamment portés par l'ADEME, recyclés dans les 7 milliards de l'hydrogène, pour ne citer que. Alors, c'est une question qui nous préoccupe effectivement fortement, puis pas que nous. Hein. Hier, on échangeait avec monsieur le préfet Guillaume, donc le nouveau préfet de Paris et de l'Île-de-France. Donc il y a un travail assez fin qui est en cours, à la fois avec les services déconcentrés de l'État, du coup, hein, donc préfet de département, secrétaires généraux, DDT, etc. Et puis un travail évidemment très très fin qui va être entamé avec les élus des communes, des intercommunalités, avec l'appui des associations de maires, des métropoles, de la région, etc., pour vraiment essayer, en s'appuyant sur nos connaissances communes des acteurs et du territoire, d'aller identifier, bon, évidemment d'accompagner ceux qui font, et qui font bien, ça il ne faut surtout pas les lâcher, hein, vu l'ambition, mais aussi d'aller chercher, à travers des outils un peu spécifiques, comme des contrats territoriaux, par exemple, d'objectifs territoriaux, qui permettent d'aller chercher les personnes qui n'y sont pas encore pour les mettre en confiance. Parce que souvent, il y a un complexe face à ces sujets-là. Souvent, on se dit, tiens, en fait, moi, je ne sais pas faire ça, je ne sais pas faire d'énergie renouvelable, je ne sais pas faire de bâtiments neutres en carbone, je ne sais pas faire de gaz vert, etc. Et en fait, si on les met en contact avec des gens qui ont fait, avec des élus qui ont fait, et bien, en fait, tout de suite, on se rend compte que c'est à portée de main et on enclenche, on accompagne l'enclenchement de la décision. Et comment on fait, Monsieur Guiraud, justement, pour accompagner ses collègues maires dans cette aventure? Normalement, ça marche. Lorsqu'il y a une volonté, il y a un chemin, déjà. Je crois que la question de la volonté est une question centrale en la matière. Collectivité locale, fer de lance des énergies renouvelables, je ne sais pas si ce sont les collectivités locales qui sont le fer de lance, je pense que c'est l'affaire de tous, hein, c'est-à-dire des collectivités locales, communes, départements, régions, EPCI, etc., mais également du secteur privé, du mouvement associatif, les initiatives citoyennes, et puis dans le secteur public, il y a les collectivités, mais il y a également l'État. Et de ce point de vue, je suis un peu dubitatif, là, si vous parliez du plan de relance tout à l'heure, sur les 100 milliards, dont 30 pour la transition, et plus récemment, le projet de loi de finances qui va être discuté très prochainement sur la part des énergies renouvelables. Alors, il y a quelque chose sur la filière hydrogène, c'est clair. Ceci étant dit, il y a une très grosse ambiguïté sur la nature de cet hydrogène. Est-ce que c'est de l'hydrogène vert, conçu avec une source renouvelable, ou bien est-ce que c'est l'hydrogène, je crois qu'ils ont renoncé aux fossiles, en tout cas c'est le nucléaire, clairement. Donc voilà, donc là il y a un vrai sujet déjà sur l'État. Moi j'attends l'État que ce soit un État stratège. C'est lui qui doit organiser au plus haut sommet les synergies, et ensuite c'est le travail de toutes et tous. Et je crois que autant sans attendre que l'État devienne stratège, qui pour moi il n'est pas actuellement dans ce domaine des énergies renouvelables, nous avons d'ores et déjà les collectivités locales, les établissements publics, toute série de leviers qui nous permettent d'agir rapidement sur la substitution aux énergies fossiles, des énergies renouvelables. Clairement, on a les leviers, il y a de quoi faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? 10 milliards éoliens offshore, 10 milliards photovoltaïques Comment on fait? Alors, justement, ça, il faudrait qu'un représentant de l'État... C'est un représentant de l'État qu'il faudrait poser la question. Qu'est-ce que l'État en la matière, c'est l'État qui doit décider des grandes filières à l'échelle macro. Clairement, sur le territoire métropolitain, j'imagine mal dans la zone dense du cœur de métropole des grandes éoliennes, pour des raisons évidentes. En revanche, nous avons la chance d'avoir un sous-sol extrêmement propice à la géothermie. Je prends un exemple, Rosny-sous-Bois a consacré un très très gros investissement en géothermie profonde. Je pense que dans 15 ans, ils auront amorti ce très gros investissement. Est ensemble, Pantin, les Lilas, le Pré-Saint-Gervais, gros projet de géothermie profonde. Au Lilas, pratiquement 7000 logements vont pouvoir être chauffés avec ce puits de géothermie profonde. Voilà un exemple. Deuxième exemple, la question du solaire. Alors certes, on n'est pas à Nîmes ou à Montpellier, et néanmoins,
une part importante des toitures de la zone dense métropolitaine, en gros un petit 10%. Mais enfin, un petit 10% de la superficie des toitures, ça fait quand même plus de 11 millions de mètres carrés utiles sur lesquels on peut installer des panneaux photovoltaïques. Alors la métropole a un appel d'intérêt avec tous ces partenaires, avec l'ADEME, avec la Caisse des dépôts, enfin la Banque des territoires, le groupe de la Caisse des dépôts, pour recenser toutes les toitures, on peut le faire. Et ensuite, on veut, dès 2021, rendre le système opérationnel et pouvoir commencer à alimenter une partie de l'énergie des bâtiments publics et même du privé avec de l'énergie photovoltaïque. On est parti au Lila sur une expérience qu'on appelle Électron Solaire 93. C'est une initiative citoyenne sur laquelle la ville des Lilas, à l'époque où j'étais maire des Lilas, a embrayé tout de suite. Et ça marche très bien. Ça marche très bien. C'est devenu dans le départemental et ça peut aller encore au-delà. Donc voilà, je crois que là où il y a une volonté, il y a un chemin. Et je pense que, mis bout à bout, toutes ces initiatives doivent concourir à faire monter le mix énergétique en faveur des énergies renouvelables. C'est possible. J'ai pris quelques exemples, il y en a d'autres, on pourra y revenir plus tard si vous voulez. Hélène Millot, EDF, bonjour. Les collectivités, ce sont vos interlocutrices privilégiées ? Oui, bien sûr. Alors, peut-être pour poser le sujet, il faut bien intégrer les complémentarités. Et moi, je voulais revenir quand même un petit peu sur d'histoire et revenir sur les différents apports successifs des lois de décentralisation, les évolutions législatives qui ont vraiment consacré les collectivités comme acteurs des questions énergétiques. Ça, je crois que ça, c'est une réalité. Et face à ce rôle là, maintenant des collectivités, ce pouvoir décisionnel, il s'articule avec aussi un cadre national, un cadre prospectif qui garantit la souveraineté nationale et la sécurité d'approvisionnement, la sécurité des moyens de production. Et ça, je voudrais revenir quand même sur la période passée, parce que je crois qu'il faut qu'on le partage tous. Je crois que ce modèle sur l'ensemble de la chaîne de valeur, il a prouvé sa résilience, et je crois qu'on l'a tous constaté dans la période et les semaines et les mois qu'on vient de vivre. Alors, au-delà de ça, et moi je voudrais revenir sur, il y a quelques jours, il y avait la COP Île-de-France, et moi j'ai été frappée, il y a une présentation par Valérie Masson-Delmotte de l'enjeu climatique et du défi climatique. Alors je sais qu'on en est tous conscients, mais je crois que c'est aussi important de le reposer, parce que c'est finalement de là que part aussi cette volonté sur l'écologie et la transition énergétique. Elle a reposé le sujet quand même à l'horizon 2100, c'est plus 3 degrés. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, tous nos concitoyens en sont bien conscients. Et si j'insiste là-dessus dans ce débat, c'est aussi parce que je pense que c'est un élément extrêmement fédérateur, porteur et inclusif pour tous les projets des territoires vis-à-vis des énergies renouvelables. Et comment vous pouvez apporter votre pierre à l'édifice ? Alors, pour apporter notre pierre à l'édifice, nous, notre rôle, c'est d'accompagner les collectivités, vous l'avez souligné. Alors, peut-être quelques exemples pour être très, très concrets. On a développé notamment une application à destination des collectivités et qui donne un bilan énergétique du territoire à la maille la plus locale, donc à la maille même de la commune, qui permet d'avoir le bilan CO2 à la maille de la commune, le bilan par habitant. Et derrière, puisque les collectivités ont aujourd'hui ce pouvoir décisionnel, ça leur permet derrière de construire des opportunités énergétiques avec des énergies renouvelables et pouvoir construire des solutions énergétiques globales. Merci. Il y a un mot qu'on n'a pas encore prononcé, c'est le mot frein. Car on entend souvent les énergies renouvelables, les ENR pour les initiés, c'est cher, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lever tout cela ? Bertrand de Singly. Je ne pense pas avoir les recettes miracles. Je voulais juste, ce matin, on a dit les infrastructures, c'est un squelette au service d'une vision. Donc je pense que la vision, c'est un premier sujet essentiel. Et je pense que, je ne dis pas parce que la région est ici, mais je pense que les régions ont un rôle particulier à jouer sur la vision énergétique des territoires. Je pense que l'échelon de l'État, il peut avoir une vision d'ensemble, il contribue essentiellement au financement des infrastructures aujourd'hui, mais je pense qu'il n'est pas forcément le bon maillon pour avoir la vision. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est qui a la vision et comment les partager.
Dire juste avant quelques mots le réseau de gaz sur le périmètre de la métropole du Grand Paris, c'est 10 000 km, c'est 131 communes qui sont propriétaires du réseau et qui, pour la plupart, ont confié la compétence au CIGEF, donc essentiellement sur le périmètre. Et dans les syndicat intercommunal du gaz et de l'électrification d'Île-de-France. Nous avons un représentant dans la salle. On en a parlé tout à l'heure sur la mobilité d'ailleurs. Donc je pense qu'un des premiers freins, c'est un frein pour moi que j'appelle la connaissance. Quand on parle des sujets d'énergie, c'est des sujets qu'on ne connaît pas. Alors pourquoi on ne les connaît pas? Parce que si je prends le réseau de gaz, il est dans le sous-sol, il est sous les trottoirs. Donc vous ne savez pas où il est. Vaguement, vous en souvenez une fois tous les 6 mois quand on vient relever le compteur et qu'on vous dérange pour accéder, mais sinon vous ne savez pas que ça existe. Et en plus, les compteurs deviennent communicants, donc en plus, vous ne saurez même plus du tout que ça existe. Vous ne le saurez qu'en cas de réclamation, ce qui n'est pas souvent le bon mode d'interaction avec son client. Donc, on ne sait pas d'où ça vient. Le gaz, historiquement, il était manufacturé, donc on le savait, c'était au cœur de Paris. Après, ça a été mis en banlieue, parce que c'est quand même souvent le mouvement traditionnel de déplacement des activités un peu polluantes. On en parlait souvent avec le vice-président, c'est le sujet. Et puis après, on a trouvé un truc génial, c'est le gaz du sous-sol. C'est un peu comme la géothermie, on va le chercher dessous, on ne voit rien. Là, on est en train de faire un mouvement qui est un peu... On est en train de recréer le gaz, on le fait repousser. Donc c'est les méthaniseurs. Donc le premier sujet, c'est réhabituer les gens à ce que les objets, l'énergie... Oui, il y a des objets. Enfin, c'est comme les centrales nucléaires. L'énergie, ça ne se produit pas tout seul. Il faut, à un moment donné, aller la chercher ou la produire. Il faut les installer, ces méthaniseurs. Il faut les installer. Mais il faut comprendre ce que c'est. Il faut du foncier. Mais avant même le foncier, il faut juste comprendre ce que c'est. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de craintes. Les freins, c'est souvent des craintes. On dit, mais ce truc-là, ça va engendrer du trafic de camions. Ça va engendrer des odeurs. Ça va engendrer des nuisances. Mon terrain va perdre... Enfin, je suis propriétaire... ma maison va perdre de la valeur parce que j'ai un voisin agriculteur qui construit un méthaniseur. Donc toutes ces questions-là, il faut les explorer. On a un petit peu de temps parce qu'aujourd'hui il y a 17 méthaniseurs, on en aura plus de 200 à la fin de la décennie, mais premier sujet, c'est connaître. Deuxième sujet, vous parlez du foncier, moi j'appelle ça la planification. C'est en gros, une fois qu'on a une vision, c'est où est-ce qu'on veut mettre les objets. On a un commissaire au plan, on est sauvé maintenant. J'ai vu que dans ses premières annonces, il n'a pas parlé de la planification énergétique. Il n'a pas beaucoup parlé de grand-chose. Ça n'engage que moi. Je crois qu'il y a votre voisine qui voulait dire un petit mot. Peut-être pour rebondir sur votre question des freins et puis lancer un petit peu le débat, sur le sujet des énergies renouvelables, et vous l'avez précisé aussi, compte tenu du territoire d'Île-de-France, même si les paysages sont quand même variés, la géographie, le sous-sol, vous l'avez évoqué, et donc qui ouvre aussi des opportunités d'énergie renouvelable plurielle. On le voit bien quand même, le sujet, nous on le voit parce qu'il y a quand même un certain nombre de projets qu'on développe avec des énergies renouvelables. Il y a une vraie question quand même de l'acceptabilité, de la réalité de l'acceptabilité. Et c'est pour ça que j'ai repris le sujet volontairement en repartant aussi de l'urgence climatique et du besoin de construire un avenir énergétique neutre en carbone. Et c'est la raison d'être de notre groupe. Je pense que c'est aussi par ça qu'il faut attraper le sujet pour justement fédérer nos concitoyens, parce que, pour le dire de façon très, très, très directe, c'est vrai qu'on est tous partants pour avoir des énergies renouvelables, sauf que le jour où elles arrivent à proximité, les projets, ils ont quand même un petit peu de mal à émerger. Jean-Philippe Dugoin, à votre échelle régionale, elle est même, soyons fous, à votre échelle de Ménecy, votre commune de l'Essonne, comment on peut simplifier tout ça ? Simplifier, on est déjà sur des procédures extrêmement longues d'une manière générale pour porter des projets de production d'énergie. Alors il y a eu un certain nombre de raccourcissements de procédures qui ont eu lieu ces dernières années. Mais vous voyez, moi j'étais il y a de cela 3 semaines en Seine-et-Marne, à Écuelles, pour la pose de la première pierre d'un projet de méthanisation Equimed, qui est un projet assez exemplaire parce que qui sort des 2 méta classiques qu'on a, STEP d'un côté ou purement agricole de l'autre. Là, on travaille énormément avec des réutilisations d'intrants équins, et on est sur un projet qui a été lancé en 2007. En 2007. La mise en injection, si tout se passe bien, démarrera fin 2000.
2021, début 2022. Alors là, on est sur un projet qui a connu un certain nombre de difficultés, qui a eu besoin d'être requalifié, d'être repensé, mais on est sur des délais qui sont extrêmement longs. Et d'une manière générale, on a aujourd'hui quelque chose dont on meurt dans ce pays, c'est les délais d'intervention qui sont en déphasage total avec un monde qui s'est accéléré, avec des attentes de citoyens qui vivent dans une logique d'immédiateté et qui ne peuvent pas comprendre qu'un projet aujourd'hui, pour de bonnes raisons, mais entre les questions d'enquête publique, entre les questions de mise en concurrence, entre les questions de recours potentiels quand on arrive sur les phases de permis de construire, mettent plusieurs années. Là, on est sur quelque chose qui est particulièrement long, mais on a ce décalage complet. Quand on parle de changement de mode de transport, quand on parle de renouvellement de rames de transport, c'est aujourd'hui 5 à 6 ans pour arriver là-dessus. Quand on parle de produire des énergies renouvelables, on a un décalage temps, et je pense qu'aujourd'hui, l'un des sujets, c'est de raccourcir les délais. Vous savez, l'enfer est pavé de bonnes intentions, et la France est pavée de bonnes intentions. Et le diable est dans les détails. Mais on en meurt aujourd'hui. Donc on a besoin véritablement d'aller sur un raccourcissement des procédures pour permettre aux acteurs d'agir et d'agir vite. Et puis on a aussi besoin, je pense, d'un courage politique aujourd'hui, qu'on a de moins en moins, qui est d'aller porter les projets, d'aller porter les dossiers, d'aller les porter depuis le sommet de l'État. Enfin, quand on parle des 10 ans du Grand Paris, c'était quoi? C'était une idée de dire on veut essayer d'imaginer quelque chose de différent, on veut essayer de construire Paris en grand, on veut se doter d'un certain nombre d'infrastructures. Très bien, c'est parti de cette idée. Ben, moi, je crois qu'aujourd'hui, on meurt littéralement dans ce pays de ne pas avoir une volonté politique nationale clairement exprimée. Je reviens sur ce que disait Daniel, mais sur des grandes orientations, sur des grands objectifs, et d'avoir au niveau local le syndrome du NIMBY qui n'est pas uniquement porté par les habitants, mais également par les élus. Aujourd'hui, on a de plus en plus de contestations sur tout projet local de développement d'ENR. On peut l'évoquer sur de la méthanisation, mais on a exactement les mêmes sur de l'éolien, on a exactement les mêmes sur de la steppe, on peut avoir exactement les mêmes sur de la géothermie en fonction de l'endroit où est placé le puits de géothermie. On a les mêmes sur du solaire, y compris sur du solaire. J'étais il y a 1 heure à Annette-sur-Marne sur l'inauguration d'une des plus grandes fermes solaires franciliennes, 16 hectares 5, 17 MWh de production. En plus, on est sur un projet lié avec de l'agriculture. C'est une centaine de moutons en exploitation dessus. Mais ça a été là aussi un parcours et un portage politique de la part des 2 municipalités successives extrêmement fortes. Donc je crois qu'on a aujourd'hui besoin d'avoir non seulement ces raccourcissements de délai, mais également un accompagnement politique au debout de l'échelon, l'État, la commune. C'est les 2 strates essentielles. Les autres, intercommunalités, régions, départements, on est des facilitateurs, on va pouvoir aider en donnant des crédits. Mais vraiment, si on n'a pas ce portage politique au debout de l'échelle, on n'en sortira pas. Il y en a un autre qui peut donner des crédits, il est à votre droite. Est-ce qu'il faut recruter davantage à l'ADEME pour aider? Est-ce qu'il faut faire des nouveaux mix énergétiques, panneaux solaires d'un côté, agriculture de l'autre? Moi, je pense qu'il faut donner la priorité aux moyens humains chez les acteurs qui font les projets. Ça c'est clé. Donc, dans les communes, dans les intercommunalités, au sein de... Tout à l'heure, on parlait de logistique, etc. Il faut que dans les grands opérateurs de logistique, dans les communes, etc., on ait aujourd'hui beaucoup plus de personnes qui sont en capacité de monter ces projets et qui, ensuite, avec les élus de ces territoires-là, les portent. Pour vous donner un exemple aujourd'hui, ce qui est vraiment marquant, moi, quand vous prenez un EPT de la métropole, par exemple, bon, un territoire. Un territoire de la métropole. Un territoire de la métropole, grosso modo, un territoire de la métropole, ça fait 350 à 400 000 habitants. Bon, ben dans les territoires les mieux dotés, je dis bien les mieux dotés, il y a 3 à 4 personnes qui s'occupent des questions de transition écologique. 350 000 à 400 000 habitants. Bon, c'est génial, mais faites le parallèle. C'est comme si on avait dit, quand on a décentralisé en 1982, dans les lycées, ou dans les collèges, pour gérer les collèges et les lycées dans les conseils régionaux et dans les conseils départementaux, on met 3 personnes. Ça n'aurait pas très bien fonctionné. Donc là, il y a un sujet extrêmement important. Et là, pour le coup, il y a un enjeu, à mon sens, il y a un enjeu assez fort autour de ce qu'on a appelé le fameux pacte de Cahors,
il faut qu'on arrive à sortir les dépenses de fonctionnement associées à la transition écologique de ce pacte-là. Il faut absolument qu'on puisse recruter sur ces sujets-là. On est dans un moment en plus où l'économie vacille un peu. Il y a des secteurs d'activité, on le sait très bien, qui sont très fortement impactés. Dans ces secteurs d'activité, il y a des gens qui ont des compétences, et ces compétences sont très utiles pour les questions de transition écologique. Il faut fluidifier cette mobilité professionnelle vers ces sujets-là. Ça, c'est un point qui me semble vraiment essentiel, hein. Et qui est, j'allais presque dire, dans notre quotidien aujourd'hui, qui est pour nous, hein, qui sommes un des acteurs du financement de la transition écologique en tant qu'opérateur de l'État, c'est un de nos principaux freins. C'est-à-dire qu'on est face de temps en temps à des acteurs qui ont une vision, qui ont des idées, mais qui manquent de bras pour monter les projets. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut dépasser. Daniel Guiraud, vous confirmez qu'on manque de ressources Je souscris totalement aux propos de Michel Juria sur l'échelon local et le manque de bras. Après, il faut voir aussi qu'à l'échelon local, on a des budgets et que c'est de plus en plus compliqué de monter des budgets et que la crise du Covid ne sera pas un facilitateur des finances publiques locales. Clairement, on est devant une situation qui va être très, très difficile pour les communes, les départements, les régions, les intercommunalités, etc. Il faut le savoir. Bon, je pense que ce qu'on appelle les ALEC, les agences locales énergie-climat, qui sont le premier opérateur entre la population et toute la chaîne de pouvoir et de responsabilité. C'est un peu le sel de la terre. Ces ALEC doivent être non seulement préservés, il y a parfois des menaces budgétaires qui pèsent sur ces structures, mais consciemment développées. Et je crois qu'il faut commencer par ça. C'est-à-dire il ne faut pas aller vers de vraies fausses économies. Si on touche à une ALEC ici, forcément, le résultat se fera sentir très rapidement parce qu'il y aura chute des progrès, et notamment en matière d'économie d'énergie. Le débat tout à l'heure est parti sur la question de l'acceptabilité. Alors je voudrais, si vous permettez, repartir d'un sujet énergie renouvelable et acceptabilité. Il y a quelques années, à Est Ensemble, qui est un territoire de la métropole, on a eu un projet qui a été un fiasco total. C'était le projet d'usine de méthanisation du SICTOM à Romainville. Pourquoi c'était un fiasco total? C'est parce qu'on était très mauvais. Tous les élus concernés dans le bassin, et j'en suis, n'ont pas été bons. Je pense que les bureaux d'études qu'on a choisis n'ont pas très très bien travaillé, que le SICTOM n'a pas été non plus très efficient. Bilan des courses, on a vu sur le périmètre autour du futur site des banderoles fleurir sur tous les pavillons. En gros, c'était le syndrome « not in my backyard », allez faire ça ailleurs. Ça a marché parce que le projet n'était pas bon. Mais je suis persuadé que si on a un bon projet de méthanisation, certes, il y aura quelques soubresauts, mais dans la durée, au bout de quelques mois, ça va s'estomper. À l'instar, tout à l'heure, avant qu'on commence cette séquence, quelqu'un parlait des autoroutes à 8 voies ici, je ne sais plus qui. Il y a des pays qui ont restructuré leurs autoroutes en milieu urbain, qui en ont fait des boulevards urbains avec circulation apaisée, circulation douce, etc. C'est New York, c'est Los Angeles, c'est Sydney, c'est Tokyo, c'est San Francisco, Toronto. Et partout, on a vu le même phénomène. C'est-à-dire, pendant plusieurs mois, un refus de changement, avec des manifestations et parfois même un peu dures. Et puis vient un moment où ça s'installe dans le paysage, et parce que c'est bon pour la population en son ensemble, une très grande majorité de la population finit par adhérer au projet. Et je crois que c'est comme ça qu'il faut voir. C'est-à-dire que si on ne raisonne pas comme ça, si on se dit, dès qu'on fait un truc, les élus tétanisés, parce que l'objectif d'un élu, c'est de se faire réélire le coup d'après, si les élus sont tétanisés par la peur du changement, on n'avancera pas sur les objectifs. Donc je crois qu'il faut savoir à la fois être très bon dans la conduite de projet pour ne pas proposer des choses qui ne sont pas acceptables par la population, et en même temps, il faut tenir bon. On va avoir un exemple devant nous, c'est la zone à faible émission mobilité, la ZFE mobilité, sur le périmètre de la métropole, avec une exigence sans cesse supérieure au fur et à mesure qu'on progressera vers l'idée de 100% véhicules propres. C'est 2030, c'est dans 10 ans. Donc voilà, on va avoir ce sujet, mais il y en a d'autres, beaucoup d'autres, et je crois qu'il faut savoir avancer sans crainte, ne pas chercher le consensus absolu, on ne l'obtiendra jamais. Il nous reste 3 minutes, chacun de vous trois au milieu. 1 minute. Bertrand Singlet, on va commencer par vous. Genre 1 minute, souscrire totalement au rôle des communes. Je pense à une opération le gouvernement avait annoncé qu'en 2028, il ne vendrait plus de chaudières au fioul. Moi, je crois que si les communes n'aident pas à cette transition, on n'y arrivera pas. Donc, premier sujet.
Deuxième sujet sur 2024 et la ZFE. Pour moi, ce n'est pas 2030 l'échéance, c'est 2024. Fin du diesel dans la ZFE. Honnêtement, quand je vois, comme pour une entreprise comme GRDF, la réflexion, la complexité que ça a dans notre modèle d'investissement, comme c'est complexe pour une entreprise, je ne sais pas comment ça va se passer pour les autres, mais honnêtement, moi je me dis ça va être comme le syndrome des ascenseurs. En 2023, on va nous dire que c'est décalé. Donc, est-ce que ça va vraiment se faire en 2024 ? Je pense qu'on a besoin collectivement d'y croire. Et y croire, ça veut dire un soutien sur ces mesures extrêmement fort. Donc ça, je pense aussi, le mot sur les freins... Et ça va vous donner du boulot pour justement aider les gens à convertir leur parc automobile. Ça donne du boulot, on est tous prêts. Et comme on l'a dit, alors, un projet de raccordement d'une station-service, c'est pas 13 ans, c'est plutôt 2 ans. Mais 2024, ça veut dire que l'année prochaine, il faut qu'on sache à peu près où on va atterrir. Ça vient extrêmement vite. Et donc, après, puisque sinon il me reste 10 secondes, je pense qu'il y a un sujet, c'est d'avoir confiance. Il faut qu'on ait collectivement confiance et l'échelon métropolitain, l'échelon régional, l'échelon communal, il faut qu'on ait confiance dans les visions de nos élus. C'est hyper important. Hélène Milot. Pour revenir sur la notion d'acceptabilité et puis peut-être de faisabilité des projets, hein, puisque c'est quand même aussi le sujet, moi je pense qu'un des leviers, hein, et ça rejoint aussi des échanges d'autres tables rondes, je pense qu'il faut aussi essayer de prendre le projet de façon très globale. On l'a vu, hein, il faut avoir des projets qui répondent aux différents usages. Hein, et on voit bien que l'énergie, hein, on le retrouve dans le bâtiment, dans l'industrie, mais aussi dans le transport. Et donc nous, on essaie de répondre à des projets de façon très, très globale, très macro, dans la durée, et en impliquant différents acteurs. Et là, je rebondis sur ce que dit Michel, hein, parce qu'on voit bien que les compétences, hein, sur ces sujets-là, il faut les trouver. Et donc, l'idée, c'est de répondre en partenariat avec tous ceux qui sont concernés, hein, par toutes ces problématiques, promoteurs, urbanisme, architectes, pour essayer d'apporter des réponses globales et qui favorisent justement l'acceptabilité et montrer finalement l'intérêt pour l'humain, pour le concitoyen, tant vis-à-vis de la pollution de l'air, on a évoqué, vis-à-vis du bruit, et montrer que finalement le projet il répond à un mieux vivre et à un mieux vivre ensemble. À la tribune, on croit beaucoup au local, des réponses globales et locales. La région, c'est la bonne maille ? La région, on l'a vu pendant la crise du Covid, c'est aujourd'hui un échelon de développement stratégique essentiel. Et je crois énormément à cet échelon. Après, pour moi, l'un des sujets qui nous appartient, c'est la reprise de pouvoir par le politique sur les normes, sur l'administration. Michel parlait du pacte de Cahors. Moi, en général, je l'appelle le braquage. Parce qu'un pacte, c'est quelque chose qui est négocié. Un braquage, c'est quelque chose qui est imposé. Le pacte de Cahors qu'on rappelle, c'est le gouvernement qui limite c'est l'interdiction pour les collectivités locales de dépenser plus d'une année sur l'autre. C'est-à-dire ça revient à dépenser moins chaque année puisque vos charges de fonctionnement augmentent mécaniquement. Et le pacte de Cahors aujourd'hui concernant la transition écologique reviendrait à faire le plan Marshall avec une boîte d'allumettes. Si on considère qu'il y a une priorité environnementale aujourd'hui énergétique, on doit se donner les moyens et le politique doit avoir le courage de reprendre ses droits par rapport à un poids du financier qui dirige aujourd'hui nos choix. Moi, je pense que l'enjeu qui se posera dans les années qui viennent, est-ce qu'on aura au niveau de l'État, des régions, des intercommunalités, des communes, la capacité à avoir un politique qui ait le courage d'assumer ses choix en portant les projets qui ont besoin d'être portés, mais aussi d'aller regagner le pouvoir régalien qu'il a perdu. Vaste programme. Merci à vous 5.